Lundi au samedi, vous avez rendez-vous avec cette émission Le Supplément sur Film Guinée de 8h à 10h. Ici, on n'a qu'une seule vocation, je le réitère mesdames et messieurs, vous aider à mieux comprendre l'actualité dans toute sa dimension et sa diversité. Vous le savez, le dimanche 15 mai dernier, plusieurs panafricanistes guinéens ont bougé à Conakry, pour Bamako à pied, oui à pied. Après une quarantaine de jours de marche pacifique, et ces marcheurs sont finalement arrivés dans la capitale malienne et c'était le samedi 18 juin 2022 pour être plus précis où ils ont été reçus par Assimi Goïta, président de la transition au Mali avant d'être accueillis à Conakry par le colonel Mamadi Doumbouya à la fin de leur périple et ils ont pour objectif amener les deux pays, c'est-à-dire la Guinée et le Mali à s'unir pour créer un état fédéral de l'Afrique noire, un état très très puissant qui aboutira sur la naissance des États-Unis d'Afrique. Mais qu'est-ce qui motive réellement cette initiative de ces jeunes panafricanistes? Et pour en parler, on reçoit, en tout cas comme invité dans l'interview choc, Mirinde Dalinde. Il est le coordinateur du collectif des marcheurs de Conakry Bamako. Bonjour Mirinde, bienvenue. Okena, bonjour à vos fidèles, à vos millions de fidèles auditrices, auditeurs. Toujours fidèle à ces principes. Et je précise que vous êtes accompagné par un autre membre, bien sûr, de votre collectif. Voilà. Vous pouvez le présenter pour nous. C'est Suleiman Gilles Diallo. Oui. Ils sont les précurseurs de la marche vers Bamako parce que ce sont eux qui ont organisé Dakar-Bamako. Et voilà, c'est eux qu'on a vu et puis ça nous a inspiré. Voilà, Mirinde, voilà, Dalinde. Une fois à Bamako, quand on est rentré au Mali, il s'est joint à nous pour nous accompagner vers Bamako. Voilà, Mirinde. Allez, pour la toute première question, c'est Koudjamal Pendes, allez-y, vous posez la toute première question. Mirinde, bonjour. Voilà. La prochaine fois que nous allons organiser une randonnée, on va vous inviter parce que vous êtes de véritables randonneurs. On a subi. La première question, pourquoi choisir une marche? Vous n'avez pas choisi une autre action pour marquer votre souhait de voir les États-Unis d'Afrique? Voilà, comme je le disais tantôt, c'est parce que au prime abord, nous avons vu les Sénégalais marcher et pour nous, c'était un acte fort. Et ce message qu'on a voulu véhiculer dans la marche, n'est-ce pas, était mieux par la marche. Pourquoi? Parce qu'avec la marche, nous sommes en contact direct avec le peuple. Vous n'êtes pas sans savoir que le vrai pouvoir se trouve dans la main du peuple. Et dans la marche, nous sommes en contact direct avec ce peuple. Et la cible, c'était encore ce peuple. Donc, dans le véhicule et dans l'avion, cela était impossible. C'est pourquoi la marche a été une bonne chose pour nous, pour ce message. J'ai envie de poser cette question parce que, malheureusement, ces dernières années, la politique africaine nous a amenés à être beaucoup sceptiques. Et nous parlions tout à l'heure avec les religieux. Dès qu'un acte est posé, on essaie de voir peut-être un côté négatif là-dessus, alors que l'action que vous poursuivez, elle est noble. Mais je m'aimerais quand même poser cette question. Et votre marche, elle est intervenue à un moment où il y a un discours populiste au Mali qui pas que anti-français, mais aussi contre la CEDEAO et tout ça. Quand la gente là-bas s'est entêtée pour s'engouffrer dans des situations, et après on a utilisé le peuple comme bouclier et pour prôner un panafricanisme vide. Est-ce que votre marche qui est intervenue dans ces contextes-là ne venait pas amplifier un peu ce discours des autorités maliennes, ce discours panafricaniste entre guillemets? Est-ce que c'était pas opportuniste? Voilà, selon tout ce que vous avez développé avant de poser cette question, moi, la conclusion, ça me dit, vous devez poser cette question parce que déjà, ce que vous voyez en cette actualité du Mali, c'est tout à fait normal que vous voyez le côté populiste, c'est tout à fait normal que vous voyez le panafricanisme vide, n'est-ce pas? Nous ne le voyons pas comme ça. Chacun voit. Non, c'est pas comme ça, il le voit. Il a relayé un peu. Non, mais c'est exactement comme ça que je vois. C'est exactement comme ça que je vois. Vous voulez faire la précision. Allez-y, Mirinde. Voilà. Donc, c'est tout à fait normal. Et nous qui avons vu en ce moment-là, comme le moment fort au Mali, c'est-à-dire les pays qui sont en train, n'est-ce pas, d'exprimer leur autodéfense, qui sont en train d'exprimer leur autodétermination, nous voyons cela comme salutaire. Parce que nous avons vu en ce pays, comme la Guinée de 1958, vous savez, 1958, la Guinée avait résisté face à l'impérialisme.
Donc pour nous, c'était un acte fort, c'était pas un acte populiste. Vous voyez un peu aujourd'hui en Afrique, tellement on nous a habitués à prendre ce que l'autre dit, dès qu'on s'oppose, ça peut être vu autrement. Bien. Sinon, nous, on ne le voyait pas comme populiste. Voilà. Mamadou Boye Diallo. Alors, Mirinde, la toute première question. Vous avez rencontré le colonel Hashimi Goïta, le colonel Mamadi Doumbouya. D'abord, c'était quoi le message véhiculé lors de vos rencontres qui s'est soldé par des prises de photos? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous avez eu des entretiens entre ces deux personnalités, des militaires qui ont fait des pushs pour être là au pouvoir. Est-ce que vous les voyez dans vos échanges, je dis bien dans vos échanges, respecter les engagements qu'ils ont pris, transmettre le pouvoir pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel? L'ordre constitutionnel, ce n'était pas notre objectif. Oui, mais le message concourt un peu à cela, parce que quelle que soit la durée qu'ils vont faire là, ils finiront par partir. Voilà, ça c'est votre vision. Peut-être que quand ils vont rester ça, qu'à cela ne tienne, nous, on veut l'État fédéral de l'Afrique noire. Et il ne peut pas se faire avec le coup d'État. C'est vous qui le disiez, c'est vous qui le disiez. Non, mais est-ce que vous pensez que l'État fédéral que vous prônez, il peut se faire quand des militaires qui sont censés être à la frontière pour nous surveiller dorment au palais? Est-ce que vous pensez que c'est comme ça on peut aller vers un État fédéral? Est-ce que vous n'avez pas raté une occasion de dire à ces deux colonels-là qu'en réalité, ils n'ont pas à perpétuer... Est-ce que c'était notre message? Peut-être que même si une question qu'on pose. Voilà, même si on avait l'occasion, peut-être on n'allait pas le dire parce que ce n'était pas ça l'objectif. L'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est l'État fédéral. Alors justement, comment parvenir à cet État fédéral? Puisque vous occultez des questions tellement importantes, tellement essentielles, et puisque pour parvenir à un État fédéral, il faut la paix, il faut la cohésion sociale. Et les coups d'État militaires, suivez mon regard. D'accord, les coups d'État militaires, c'est vous qui le voyez ainsi. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un système politique purement calqué de l'Occident. Si nous venons sur la tradition africaine, sur la culture africaine, sans laquelle aucune société ne peut se développer. L'Europe ne s'est pas développée avec la culture occidentale, avec la culture arabe ou la culture africaine. L'Arabie ne s'est pas développée avec la culture occidentale ou la culture africaine. Chacun s'est développé selon leur propre culture. C'est seulement l'Afrique qui a envie de tenter cette expérience niaise, c'est-à-dire de se développer dans la culture étrangère et voulant penser en avant. C'est impossible. Maintenant, si nous venons, parce que vous êtes en train d'amener les questions par là, par-ci, par-là, si on ne part pas de façon simple sur des questions et qu'on le développe très bien, même les auditeurs, ils n'auront rien appris dans cette émission. Voilà. Je vais relancer. Il n'a pas fini. Non, c'est sur la relancée. Si vous le permettez, Diana. Déjà, il a dit les objectifs, quel était notre message qui est très important pour nous, parce que là, vous comprendrez peut-être notre esprit. Nous, comme on vous l'a dit, il y a d'abord féliciter le pays qui est en train de résister face au système colonial, face à l'impérialisme, parce que vous n'êtes pas sans savoir, nous tous, aujourd'hui, jusqu'à présent, nous sommes dans la colonisation. Qui nie cela n'est pas en train de comprendre l'Afrique. Regardez, vous n'êtes pas français, je ne suis pas français, mais on parle en français. Voilà un des éléments que nous sommes décolonisés. Et puis même le système politique qui est en Afrique, c'est hérité de la colonisation. Même les pays sont hérités de la colonisation. L'administration est héritée de la colonisation. Et la colonisation, c'est un système. Donc pour nous, un pays qui est en train d'exprimer, n'est-ce pas, le non vers ce système, était à féliciter. Et aussi, faire appel à un État fédéral, parce que pour nous aujourd'hui, seul l'État fédéral est la seule issue. Ce monde du 21e siècle, c'est le monde des grands ensembles. Nous avons vu aujourd'hui l'Union européenne, les États-Unis d'Afrique, les États-Unis d'Amérique, nous avons vu la Chine qui est une fédération, la Russie qui est une fédération. Est-ce que l'Afrique va gagner quelque chose en allant à rang dispersé, sans savoir... tout en sachant que cette division nous a été proposée par le colonisateur. Et tout ce que le colonisateur propose pour le coloniser, c'est de le maintenir dans sa situation de colonisé. Donc pour nous, seul l'État fédéral peut nous donner un État fort. Nous étions partis pour ça, pour que la Guinée et Mali soient un État fédéral, pour aboutir à l'État fédéral de l'Afrique. Voilà, Mirinde Dalinde, coordinateur du collectif des marcheurs Conakry Bamako, notre invité exceptionnel ce jeudi. Oui, Diana Diallo, pour une question pour M. Jules, un autre membre de ce collectif. C'est dans la même lancée pratiquement. Vous savez que
cette question des États-Unis d'Afrique a été la première fois formulée par Marcus Garvey. Malheureusement, il a été assassiné avant bien d'atteindre ses objectifs, avant même d'avoir foulé le sol africain. Ensuite, il y a les mouvements panafricanistes des Caraïbes, notamment de la Jamaïque et tout, qui parlent des États-Unis de l'Afrique. Depuis là, ensuite, il y a les pères fondateurs qui ont parlé des États-Unis d'Afrique. Aujourd'hui, il y a un long processus là. Aujourd'hui, vous relancez encore le débat. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment faisable en 2022? En 2022. Monsieur Gilles. Bon, en fait, approchez le micro, s'il vous plaît. En fait, la question, ce n'est pas est-ce que c'est faisable ou pas. Est-ce que nous avons la volonté, nous, en tant que jeunes, en tant qu'acteurs, d'aller vers cet État fédéral-là? Je pense que, comme l'a dit Cheikh Anta Diop, comme l'a dit les pères fondateurs, il est impératif, il est nécessaire, il est même plus qu'indispensable pour nous, Africains, effectivement, d'aller vers cet État fédéral-là, pour notre développement, mais aussi pour notre souveraineté. Alors, la question fondamentale que nous posons, c'est pas est-ce qu'il est possible, mais comment mobiliser les acteurs, comment inciter, disons, les esprits, les cerveaux, les mentalités et même les décideurs à aller vers cet État fédéral-là, parce que c'est notre seule issue. Nous avons essayé toutes sortes de modèles politiques, toutes sortes, disons, de visions. Écrire, chanter. Effectivement, et ça n'a pas marché. Alors aujourd'hui, nous avons vu qu'effectivement, le monde est en guerre, même si les gens n'aiment pas entendre l'expression guerre, mais le monde est en guerre. Et quand on est en guerre, il faut soit être fort ou soit on est faible. Quand on est fort, on gagne, et quand on est faible, on est dominé. Donc, alors, selon vous, qu'est-ce qui explique j'ai pas fini, pour moi, c'est bien possible parce que tout chemin mène à sa destination s'il n'est pas abandonné en cours de route. Aujourd'hui, toutes les réalités ont été rêvées hier. Il y a des réalités qui sont aujourd'hui qui ont mis 100 ans, 200 ans, 300 ans avant d'être. Est-ce que vous pensez que les peuples vont adhérer? Par exemple, le peuple guinéen, le peuple malien d'abord, en commençant. Ils adhèrent. Voilà une très bonne question. Nous, on vous dit déjà par expérience, tout le peuple à la base adhère à l'Union africaine. Seuls les intellectuels qui sont passés dans le laboratoire de l'Occident, qu'on appelle école, qui ne sont pas pour cette fédération. Parce que au cours de notre parcours, à tout ceci qu'on expliquait, notre objectif, qu'il soit bébé ou enfant, dans les champs, on dit on part à Bamako pour que la Guinée à pied, pour que la Guinée et Mali soient un. Directement, ils commencent à prier. Et ça, c'est un bon esprit. Donc, et culturellement, nous sommes unis. Historiquement, nous sommes unis. Ce qui reste, c'est juste la politique, parce que nous sommes en train de faire la politique occidentale. Et la culture africaine à la base est fédéraliste. Vous n'êtes pas sans savoir que les villages étaient la fédération des nations. Les nations des tribus, je veux dire, les tribus qui étaient la notion de nation authentique africaine. Et les royaumes étaient la fédération des villages. Les empires étaient la fédération des royaumes. Vous voyez, la fédération, c'est pas quelque chose qui nous est étrangère. Oui. C'est même la base de notre culture. Donc, tout Africain qui n'accepte pas la fédération, c'est qu'il est culturellement modifié. Alors, si vous le permettez, on ordonne le débat. Je vous explique que les intellectuels en général qui passent. Non, je suis Rastafari. Non, moi. Oui, j'adhère au mouvement rastafarisme, mais c'est pas ça. La plupart des cadres, la plupart des intellectuels qui sont dans les institutions internationales, ils sont cooptés là. Le plus souvent, ce sont des bénis oui. Le plus souvent, c'est des gens qui ne viennent pas là pour s'imposer pour leur pays d'origine. Donc, c'était juste un apport pour moi. C'est pourquoi notre cible, c'est le peuple. Alors, allez, on va réordonner le débat. La question que je voudrais poser. Mirinde, cette démarche, beaucoup de monde, en tout cas, cette démarche a été salutaire au niveau de beaucoup d'esprits. C'est quoi l'étape suivante? Vous êtes parti à Bamako, vous avez rencontré les autorités maliennes, en Guinée, vous avez rencontré les autorités guinéennes. C'est quoi la suite de la démarche pour parvenir à cet État fédéral dont vous rêvez, dont vous inculquez en vous? C'est toujours l'enseignement avec le peuple à la base, la population à la base. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, le vrai pouvoir se trouve dans la main du peuple, mais c'est quand il en est conscient. Pour le moment, le peuple à la base n'est pas suffisamment conscient de ce pouvoir et de l'importance de la fédération. C'est pourquoi nous allons continuer avec beaucoup de choses, les débats, les conférences, les enseignements, les formations, pour que le peuple à la base s'imprègne de cette conscience fédérale. Parce que tant que la fédération n'est pas au niveau de la conscience, au niveau du mental, ça ne va pas se réaliser. Et même si
ça se réalise, ça sera l'intérêt de certaines personnes qui ne veulent pas vraiment la fédération. Donc pour nous, la cible, c'est le peuple à la base. On va continuer l'enseignement, même si ça va prendre 100 ans, 200 ans, 200 ans ou 100 ans dans la vie de quelqu'un, c'est trop, mais dans la vie d'un peuple, c'est petit. Et le combat là, c'est pour le peuple. Mirinde Dalinde, notre invité exceptionnel ce jeudi. Alors, je vais relayer cette question de Akumba, notre collègue, qui vous demande ceci. Est-ce que le Nigeria n'est pas un État fédéral noir? Est-ce que le Nigeria, ce pays-là, aujourd'hui, est exemple des échecs? Puisqu'on parle de fédération là. Non, pas échec, pas du tout. C'est ce que je vous ai dit. Le Nigeria, c'est un État fédéral, mais qui a des problèmes, qui a du mal à s'en sortir. Le Nigeria n'est pas un État fédéral. Non, écoute, c'est-à-dire, ça peut être État fédéral sous une autre forme. Comme je vous ai dit, la nation en Afrique, authentiquement, c'est les tribus. Du moment que les tribus sont en place, c'est une fédération. Mais est-ce que c'est cette fédération-là politique sur laquelle on est en train de fonctionner? Maintenant, si le Nigeria même n'est pas gouverné par cette politique authentiquement africaine, vous voyez un peu où se trouve le problème. Donc ça peut pas être un échec. Que je m'avais posé, parce qu'en fait la question on va vous poser des questions. Vous allez renchérir tout à l'heure. Si vous le permettez, on en donne le débat. D'accord? On va vous poser des questions. Allez-y, si vous nous posez des questions, vous ne laissez pas vraiment exprimer, c'est difficile. Permettez. Parce que la question de Akumba, en fait, ce n'est pas la question qu'il faut voir, c'est ce qu'elle sous-entend. Est-ce que la fédération est vraiment le salut par lequel il faut passer? Est-ce que c'est la solution? Je vous pose juste la question parce que même nos États fragmentés que nous avons en Guinée, nous parlions tout à l'heure de réconciliation nationale. On ne parvient pas, 12 millions de Guinéens, on ne parvient pas encore à faire en sorte qu'on soit d'accord sur le minimum. Vous partez, vous voyez que c'est des armes sénégalaises qu'on fait descendre sur la Casamance. Vous partez le Sud-Soudan, le Nord-Soudan, vous partez dans d'autres. Il y a plein d'exemples comme ça en Afrique. Est-ce que vous pensez que ce discours panafricaniste, ce disque n'est pas rayé et qu'il faut aller plutôt vers des instruments aujourd'hui d'inclusion tels que on voit la zone libre, la zone économique libre qui a été expérimentée les CAF pour faire un marché unique et laisser les États tels que. Est-ce que vous pensez que cette idée de faire des États-Unis d'Afrique, c'est un disque qui est rayé en 2022? La première réponse que je vous donnerai, les États-Unis avec la Constitution de Philadelphie de 1776, ils ont mis en place ce qu'on appelle une confédération. Les États-Unis d'Amérique. Et c'est cette confédération-là qui a donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui. C'était d'abord 6 États. Oui, c'est ce que je dis. C'est ce qui a donné naissance aujourd'hui à ce qu'on appelle les États-Unis d'Amérique. Nous avons vu que l'Union européenne, comment ils ont commencé? Ils n'étaient pas nombreux. Mais aujourd'hui, ils ont pu mettre en place cette union-là. Donc, en fait, l'État fédéral africain ne signifie pas un État fédéral où tous les peuples d'Afrique sont sur la même longueur d'onde. Il ne s'agit pas d'un État où il n'y a pas de divergence d'opinion, où il n'y a pas de conflit. C'est pas ça en fait. C'est ça Approchez le micro un peu. C'est ça en fait, disons, le danger dans l'explication. Il ne s'agit pas d'un État fédéral où, par exemple, tous les peuples ils sont bien, ils sont en paix, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'inconvénient. Maintenant, c'est très dangereux aussi de prendre les mauvais exemples pour justifier, en tout cas, l'inefficacité d'un État fédéral. Il y a qui n'est pas encore fait. Qui n'est pas encore fait. Il y a des exemples très positifs. Lesquels? Si là, un petit conflit en Casamance, il y a aussi des actes positifs qui sont mis en place à l'intérieur du continent. C'est ça qu'il faut capitaliser en fait. Alors, donc nous, notre point de vue, c'est qu'aujourd'hui les autres, ils parviennent à signer, même si ils n'ont pas les mêmes perspectives politiques. Pourquoi nous, en Afrique, nous ne pouvons pas nous unir malgré les divergences, parce que les divergences, cette différence n'est que en fait des atouts pour nous. Bien, allez, alors, l'exemple que M. Gilles prend, c'est un exemple qui est très intéressant, mais je voudrais quand même relancer cette autre question. Mirinde, en Guinée, il y a des problèmes qui existent. La société, elle est divisée, c'est un secret de polichinelle. Et qu'est-ce que vous faites à l'interne pour s'attaquer à cette division qui pollue la cohésion sociale en Guinée? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous êtes des panafricanistes engagés. Et quelle est votre relation aujourd'hui avec Semi Keba, qui est aussi un panafricaniste engagé? C'est la question d'un auditeur. D'accord. Pour la première question, rappelez-moi tout à l'heure. Aujourd'hui, la Guinée. Voilà, la Guinée, voilà, j'en viens. Voilà. Et au fond,
si on étudie bien cette soi-disant division de la Guinée, c'est seulement au niveau politique. Exactement, c'est vrai aussi. Hein. N'est-ce pas? Sans la politique, non. Oui, parce que moi je dis, au fond, il n'y a pas de division. C'est quand il y a les élections, par exemple, quand il y a les tensions politiques, les gens sont divisés. Mais dès après ça, les voisins qui se regardent là, comme ça, là, quand il n'y a pas l'affaire de politique, non. Et pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes... Cheikh Anta a dit que quand vous mettez les poissons et les serpents dans un sac, tant qu'ils n'ont pas faim, il n'y a aucun problème. Mais dès qu'ils ont faim, ils commencent à se bouffer. Déjà, nous sommes dans un espace restreint que le colon nous a donné. Et pour le pouvoir, chacun dit, moi qui est la démocratie. Par exemple, dans un État fédéral, ce problème disparaît. Si les soi-disant candidats, par exemple, sont Yoruba et Zulu, pensez-vous que les Guinéens ici, là, cette division va exister? Jamais. Donc c'est pourquoi pour nous, pour cette division-là, vraiment, le panafricanisme aussi est la solution de ça. Tous les panafricains, ils ne regardent plus l'ethnie. Parce que quand vous dites division là, c'est par rapport aux ethnies. Et aux ethnies aussi, c'est parce que les politiques sont purement ethnisées. Sinon, à part la politique, non, les Guinéens ne sont pas divisés. Je crois que vous n'allez pas dire le contraire. Et cette politique-là, c'est dans une situation de la Guinée venue de la conférence de Berlin. Dans l'État fédéral, cela est impossible. Bien, maintenant, pour la question de Kémy Séba, on n'est pas en relation. Ah oui. Voilà, on n'est pas en relation. Pourquoi vous m'auriez dessus si vous disiez que vous meniez le même combat. Parce qu'il y en a qui profitent justement de ce concept-là pour... Voilà, c'est pas encore arrivé. Et on l'encourage dans ce travail-là, que les ancêtres fassent, qu'ils aboutissent tout, c'est pour le bien de l'Afrique. Ouais. C'est pour le bien de l'Afrique, Diana. Si vous permettez, Diana, vous demandez la parole. On a posé la question, s'il vous plaît. Allez-y. Ça, c'est sur tout un autre pan. J'ai la question d'un auditeur ici. Est-ce que lors de votre rencontre avec les autorités à Bamako, est-ce qu'ils vous ont donné un peu d'argent pour vous aider un peu? Vous avez marché beaucoup, vous avez un peu souffert et tout. Peut-être que certains d'entre vous avaient besoin de soins médicaux. Est-ce que vous avez reçu un peu Nous avons reçu des soins médicaux à notre résidence. Et quand on venait, il a mis un bus à notre disposition. Assimi Goïta nous a lancé un message très fort. Il faudrait que les jeunes, quand ils font des choses pour les sociétés, qu'ils ne s'attendent pas à l'argent. Tout à fait. Donc, qu'ils ne pensent même pas à cela. Ça a été un salut pour nous tous. Nous tous, nous avons apprécié cet effet. Pour que les jeunes comprennent, quand on fait les choses pour la société, ce n'est pas à cause de l'argent. C'est la conviction qui nous amène. Très bien. Ça, c'est très important. Et respect à Assimi pour ça. Et tiens, Amadou Mbone. Peut-être une dernière question. Hein. Bon, non, c'est juste pour savoir, parce que c'est quand même un sacrifice qu'ils ont fait. Le micro. C'est beaucoup d'efforts qu'ils ont fait. Et après, est-ce que vous aviez besoin de tout ce qui a été organisé? On a vu ici accueil des marcheurs avec Dansa Kourouma, ensuite réception au palais Mohamed V. Est-ce que c'est vous qui en étiez demandeur? Non, il y a eu, dès qu'on était à Bamako, il y a eu un collectif pour l'accueil des marcheurs qui a été constitué ici et ça a été salutaire. Nous, on a salué l'idée. C'était pas nous. Et vous n'avez jamais demandé? Non, jamais. C'est nos amis qui étaient là parce que nous qui avons marché, nous venons tous des structures panafricaines qui existent déjà ici. Donc déjà, ces structures se sont donné la main, ils ont dit ils vont faire. Mais M. Jules ne nous a rien dit par rapport à toute cette situation-là au Sénégal, parce que vous l'avez pas demandé. À entendre votre accent, j'imagine que vous êtes sénégalais. Vous êtes sénégalais? Il est africain du Sénégal. Je suis africain du Sénégal. Africain du Sénégal. C'est très bien dit, c'est très bien répondu. Aujourd'hui, permettez s'il vous plaît, Diana. Et aujourd'hui, il y a le président Macky Sall qui est quand même président de l'Union africaine, mais on le suspecte de vouloir s'arroser un troisième mandat. Est-ce que quand c'est toujours des chefs d'État comme ça qui ont des agendas politiques cachés derrière ou qui ont des épouses françaises ou anglaises, est-ce que c'est en ce moment que ce combat peut porter? Bon, le problème ne se situe pas à ce niveau, qu'on le suspecte ou pas. Est-ce qu'il a le droit d'un troisième mandat ou pas? Qu'est-ce que la Constitution en dit? Non. Moi, c'est fondamentalement, c'est sur ces principes-là. Peut-être rapidement, le message avec... terminer, boy. Voilà. Donc, si la Constitution le permet, s'il veut, il fait 100 mandats. Si la Constitution ne le permet pas, il n'a pas le droit de le faire. Allez, merci à tous les deux. Merci à tous. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Merci beaucoup. Merci à M. Jules. Merci à vous. Notre combat n'est pas raciste, n'est pas racial. Merci beaucoup. Le combat n'est pas racial. Merci vraiment.
Et voilà, on tend vers la fin de cette émission. Malheureusement, et donc nous voici sur la ligne d'arrivée de ce numéro du supplément. Il a été conduit aux opérations techniques par Eli Koulemou, réalisé par Kadia Diallo. À la régie, il y avait Ibrahim Chila. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve, Inch'Allah, demain pour d'autres sujets d'actualité. En principe, on devait parler de cette grogne au niveau, bien sûr, de l'hôpital Donka, mais ce n'est que partie remise. Demain, Inch'Allah, on reviendra sur ce sujet. D'ici là, prenez soin de vous, où que vous soyez, et dans le monde, et restez sur Film Guinée.